Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Moi, j'aime bien les gens qui disent la vérité, parce que on est tous bourrés de travers, de contradictions, de saletés. Et je trouve que le fait de les dire, de les admettre, c'est tellement chouette, c'est tellement beau, et puis ça nous rend aussi tellement uniques. En 2018, Adeline Dieudonné sortait de nulle part avec son premier roman La vraie vie, aujourd'hui vendu à 300 000 exemplaires, traduit dans plus de 20 langues, adapté au théâtre et bientôt au cinéma. Un roman noir et intense, mais avant tout sublime et avec juste ce qu'il faut d'espoir. À l'époque de la sortie, j'avais déjà reçu Adeline dans Les gens qui doutent, mais c'était il y a 3 ans et 2 livres, Kérosène en 2021 et Reste, paru il y a quelques jours. Donc là, c'est l'occasion de remettre ça. Ce nouveau roman, Reste, il raconte l'histoire d'une femme qui passe le week-end dans un chalet avec son amant et un matin, il se noie en nageant dans le lac avoisinant. Et plutôt que d'appeler les secours, la narratrice décide de garder le corps de son amant pour ne pas qu'il lui soit arraché. Et en parallèle de ce fil rouge, on retrouve plein de réflexions sur les relations amoureuses et la façon dont elles sont conditionnées par notre milieu social, notre genre, nos histoires d'amour passées. Donc on a parlé de tout ça avec Adeline, bien sûr, de pourquoi la vie à deux est impossible pour elle et de remise en question du modèle du couple, de la difficulté à exister quand on est dans une relation, de l'importance de mutuellement se manquer. Et on a parlé de plein d'autres choses, des peurs qu'ont provoqué le succès de La vraie vie, de l'importance de sortir de son cadre habituel pour stimuler l'imagination et du fait qu'elle a abandonné un roman qui était presque terminé. J'espère que tout ça vous plaira. Comment ça va déjà ? Mais ça va bien. Et toi ? Ça va bien. Ouais. Comment tu te sens avant une sortie ? Impatiente. Et toi ? Je ne sais même pas. C'est juste bizarre. Je me dis, il y a un truc un peu irréel de peut-être ça sort pas, tu vois. Ah oui, c'est ça. C'est bizarre. Mais toi, il y a une sorte d'habitude un peu maintenant que c'est le 3e bouquin ? Non, il n'y a pas d'habitude. Je me sens aussi impatiente que pour La vraie vie. Non, je m'habitue pas parce qu'en fait, chaque fois, c'est... tu sens que tu montres quelque chose de toi. C'est ça, en fait, l'appréhension. C'est de se dire, là, j'ai délivré une partie de moi-même. C'est mon Horcrux. Il y a un truc de moi que je décide de jeter en pâture et les gens en font ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est ce mélange d'impatience, d'appréhension, mais non, pas d'habitude, non. Celui-ci particulièrement, que tu mets des choses de toi. J'ai l'impression qu'il est plus ouvertement personnel que les autres. Oui, c'est sûr. Ouvertement personnel, c'est surtout que je me suis fait avoir par ce livre, en fait, complètement. J'avais une idée de départ, c'est comme ça que je fonctionne. Je pars sur une situation de départ, mais là, c'est vrai que j'avais pas calculé à quel point cette situation de départ allait m'emmener vers des réflexions que j'avais besoin de faire là maintenant, à 40 ans, une espèce de bilan de vie amoureuse. Alors même si c'est pas mon histoire, même si c'est évidemment pas du tout autobiographique, et je suis voilà. Rappelez la police. Oui, parce que donc on peut peut-être rappeler le pitch. Oui, j'allais faire en intro, mais c'est mieux si c'est toi qui l'expliques. Ah, d'accord, ok. Oui, l'idée c'est une femme qui se retrouve au bord d'un lac de montagne face à son amant qui vient de mourir d'une crise cardiaque dans le lac et elle décide de ne pas appeler les secours, de ne pas le ramener parce que puisque c'est son amant et que il est illégitime dans sa vie, elle sait qu'à partir du moment où elle appellera, on va le lui arracher et qu'il disparaîtra à tout jamais et que c'est sa femme qui va reprendre les rênes de l'histoire. Et donc elle reste dans cette montagne, elle le met sur la banquette arrière de sa voiture et elle erre dans la montagne avec le corps de son amant. Donc effectivement, ça n'est pas autobiographique. Mais voilà, elle écrit à la femme de cet homme. Le roman c'est un roman épistolaire. Donc elle lui écrit déjà parce qu'elle veut pas qu'elle s'inquiète, parce que évidemment même si elle a une nouvelle tragique à lui annoncer. No stress. T'inquiète, il est mort. T'inquiète, il est mort. Mais voilà, oui, elle veut lui dire la vérité et pas la laisser en tout cas dans l'ignorance, dans l'incertitude, puisque évidemment cet homme est censé rentrer chez lui et qu'il ne rentre pas.
Et qu'elle veut lui expliquer leur relation, ce qui s'est passé, qu'elle veut lui dire avant tout elle ne la considère pas comme une concurrente ou comme une rivale. Et elle se met à raconter, puisqu'elle lui doit une forme de vérité, elle se met à raconter aussi son passé amoureux à elle, qu'est-ce qui l'a amené à se retrouver dans cette situation-là, dans cette relation-là avec cet homme-là à ce moment. Et donc elle fait le bilan de sa vie amoureuse, et c'est vrai que je m'étais pas rendu compte à quel point j'avais besoin de parler de ça maintenant. Donc c'est vrai qu'il est très personnel. J'ai été pas mal trifouillée dans mes expériences à moi, ou dans mes mécanismes à moi, oui. Dans pourquoi l'amour c'est pas possible. Enfin en tout cas pourquoi ça marche pas, pourquoi ça se casse la gueule. C'est ma grande question. Mais en fait je crois que c'est une question que je me pose depuis l'adolescence. Parce que j'avais lu Alexandre Jardin et que donc j'étais parfaitement au courant que c'était une affaire compliquée qui se cassait la gueule dans beaucoup de cas. Et tu penses que t'écrirais un jour des histoires d'amour qui terminent bien ou qui terminent pas? Mais je trouve que c'est une histoire d'amour qui termine bien. Même si, oui, ok, il meurt et c'est triste. Oui, ok, il meurt. Mais de toute façon, tout a une fin. Et c'est ça, c'est vrai que c'est ça que mon héroïne apprend à accepter dans le bouquin. C'est pas un bouquin de développement personnel, hein, mais c'est qu'effectivement, tout a une fin. Une histoire d'amour doit se terminer, quoi qu'il arrive, par la mort d'un des deux, dans le meilleur des cas. Et là, on est dans le meilleur des cas, même si c'est une mort prématurée, effectivement, qu'elle aurait espéré pouvoir le garder plus longtemps, pouvoir vieillir avec lui. Mais c'est une belle histoire d'amour, je trouve. C'est très tendre, c'est très doux, et c'est très... c'est ça que j'aime bien dans ce que tu écris en général, c'est qu'il y a toujours quelque chose de beau, mais venu de personnages qui sont fondamentalement amoraux. C'est une très belle histoire d'amour, mais illégitime. Donc il y a un peu ce truc d'habitude, quand on voit des histoires d'amour illégitimes dans les films, on a toujours un peu envie de les détester, envie de dire ouais non, ils se baisent, ils sont pas sympas avec leur femme, machin. Et là on se dit bah écoute, vraiment c'était la meilleure chose à faire en fait, parce que c'était trop beau. Ouais. Et ça, il y a toujours un peu cet équilibre entre accepter les failles des humains et d'essayer d'en extraire de la beauté, quoi. C'est parce que a priori, c'est vrai que je prends le parti de mes personnages. Alors je n'ai aucun jugement moral sur ce qu'ils font, parce que c'est pas ma place. Moi, j'essaye de comprendre profondément qu'est-ce qui se passe dans leur tête, me glisser dans leur peau, me mettre à leur place. Et c'est vrai que forcément, ça humanise. Je pense que tu peux prendre n'importe qui, le pire monstre de l'humanité, quelqu'un qui viole ses enfants. À partir du moment où tu adoptes son point de vue, et c'est pour ça que c'est pas toujours une très bonne chose de le faire, mais oui, tu vas comprendre et voir de la complexité, voir alors lui donner raison, pas forcément, parce que mais moi, en tant qu'autrice, oui, si je me glisse dans la peau de mes personnages, ils ont raison de faire ce qu'ils font. Bah, disons que si on fait un truc, c'est qu'on est persuadé que c'est la meilleure chose à faire pour nous. Exactement, absolument. Et tout en étant conscient, et bon, c'est pour ça que mes personnages, en plus, sont clairement pas monstrueux, c'est que ils sont en plus tout à fait conscients des limites de ce qu'ils font, des compromissions, de leur propre compromission, et c'est ça que je trouve beau, et je crois que c'est ce qu'on fait souvent. On peut pas être pur, on peut pas prendre que des bonnes décisions, mais être au moins au courant de nos propres limites et dire bah oui, ok, c'est vrai, c'est pas top, c'est pas dingue ce que j'ai fait, mais voilà, j'ai choisi de le faire. Et c'est même pas que j'avais pas le choix, c'est que j'ai choisi de le faire parce que ça m'arrangeait bien à ce moment-là. Est-ce que le fait de mettre ça dans des histoires, ça te permet toi d'accepter tes propres limites, tes propres failles et tout, ou est-ce que c'est une façon justement de les mettre quelque part, comme ça tu n'as plus à les faire dans la vraie vie? Je crois ni l'un ni l'autre. C'est surtout que ça me permet d'explorer, d'aller les observer, d'essayer de les comprendre mieux. Mais c'est vraiment, pour moi, plus un travail d'observation, d'aller regarder la bête, la contourner.
Mais je pense pas résoudre quoi que ce soit. Je comprends un peu. Bah, c'est nouveau, c'est un peu le travail de tout travail psy sur soi. C'est que tu piges mieux. Est-ce que ça te rend plus heureux? Je suis pas sûre. Mais au bout du compte, tu te connais mieux. Mais non, ça ne résout absolument rien. T'as appris des choses sur toi? Ouais, plein. Quoi? Ouais. Sans spoiler quoi que ce soit, parce que là, on est plus dans les... je vais révéler un truc qui n'est pas de l'ordre de l'action ou du fil narratif, mais plus de l'ordre de la réflexion. Mais c'est... Ouais, de comprendre pourquoi, chez moi, en tout cas, la vie à deux n'est pas possible. Je le savais avant de commencer à écrire le bouquin que vivre en couple, pour moi, n'est pas possible, n'est plus possible. Mais je n'étais pas sûre je comprenais pas exactement ce qui se tramait. Et là, j'ai un peu mieux compris. J'ai pas tout compris. Il y a encore plein de zones d'ombre, mais en tout cas, de comprendre que ça se situe au niveau de ma propre propension à la soumission, à la mise au service de l'autre, à faire passer les besoins de l'autre avant les miens. Et tout en comprenant que c'est évidemment quelque chose de complètement construit, que c'est un conditionnement, ma socialisation de fille qui m'a faite comme ça. Mais c'est intéressant de mettre le doigt dessus. Et puis après, peut-être qu'un jour, du coup, je serai capable de changer ça ou pas, parce qu'en fait, c'est pas forcément nécessaire de... Et donc, pour être sûr de ne pas te coller au désir de quelqu'un d'autre, tu préfères juste être sûr de laisser une distance pour pouvoir exister. Ouais. Et j'ai la chance de pouvoir le faire parce que je me rends bien compte aussi que c'est un discours très bourgeois, parce que ça veut dire ne pas vivre. Alors, ceci dit, je crois qu'il y a d'autres solutions, et c'est là que c'est intéressant. On peut peut-être aussi inventer d'autres formes d'habitat, parce que quand je dis que c'est que c'est très bourgeois, c'est-à-dire que moi, pour l'instant, j'ai la possibilité de vivre seule et d'assumer un loyer ou un emprunt toute seule. Parce qu'on ne vit pas à Paris. Parce qu'on ne vit pas à Paris, parce qu'on vit à Bruxelles. Oui, parce qu'effectivement, à Paris, toute bourgeoise que je suis, j'y arriverai pas non plus. La ville de l'amour, tu m'étonnes. Mais donc effectivement, je suis déjà dans une situation socio-économique qui me permet ça. Mon héroïne en parle aussi dans le bouquin, c'est de dire, c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis retrouvée à me séparer d'un gars et à me dire, il faut absolument que le célibat soit une période transitoire pour plein de raisons de l'ordre social, mais aussi pour une raison purement économique, qui est j'ai besoin de quelqu'un avec qui partager le loyer. Et c'est là que je dis qu'il y a des choses à inventer. C'est que pourquoi est-ce qu'à ce moment-là on se dit pas, je vais peut-être en parler avec ma sœur, ou en parler avec ma meilleure amie, ou en parler avec d'autres gens. Je suis pas obligée. À deux doigts d'inventer la coloc. À deux doigts d'inventer. Absolument. Mais la coloc, c'est de nouveau, c'est un truc auquel c'est vrai que qui est associé aux jeunes. À Bruxelles, aucun adulte que je connais fait ça. À Paris, énormément. Ouais. Mais à Bruxelles, quelqu'un qui me dit j'ai 40 ans, je suis en coloc, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Dans la même maison? Oui, c'est ça. Ici, ça paraît bizarre, quoi. Ouais. Mais et puis même, on a quand même été élevés à dire tu rencontreras un mec, vous habiterez ensemble, vous ferez des enfants. Voilà, c'est le schéma ultra bourgeois qui effectivement est en train de bouger. Mais en tout cas, moi, autour de moi, je le constate pas. Ultra bourgeois, ça même pas tant. Non, t'as raison. C'est justement dans un peu toutes les classes sociales, il y a toutes ce truc sociales, tu n'es une personne complète que quand t'as créé une famille, quoi. Oui, absolument. Oui, mais je pense que ça prend quand même ses racines dans un système, alors pas bourgeois, capitaliste. Parce que il faut que les femmes se mettent en couple avec des hommes pour les rendre eux plus disponibles sur le marché du travail, parce que elles vont assumer tout le travail gratuit en tout cas une bonne partie du travail gratuit, du travail domestique, travail parental, en plus de leur travail à elles, parce que sinon c'est pas drôle. Mais donc non, j'ai dit bourgeois, j'aurais dû dire capitaliste. Ok. Est-ce que quand tu creuses, genre là, t'as dû un peu réfléchir à te mettre à la place des personnages, pourquoi toi tu réfléchis comme ça, comment eux ils pourraient agir et tout ça. Est-ce que des fois, quand tu allais gratter les trucs un peu sales, les trucs, t'as trouvé des choses où tu te dis ouf, ça j'aurais aimé pas le trouver, quoi.
Non, moi, ça me fait du bien, en fait. Toi, t'aimes bien trifouiller dans les organes. Ouais, j'aime bien. J'aime bien réaliser que je suis moins propre et moins pure que ce que je peux imaginer. Ouais, j'aime bien j'ai l'impression que je m'aime plus quand je vois que je suis un peu sale, que je suis un peu minable, un peu. Je sais pas pourquoi. Ouais, probablement parce que j'ai de nouveau le petit vernis bourgeois, tu vois, et que je me trouve beaucoup plus attachante. Mais pour moi. Le résumé parfait de toi en très court, c'est la nouvelle Le ventre idéal. Il y a vraiment ce truc de extérieurement, c'est en effet la petite blonde mignonne bourgeoise et tout, et puis plus tu passes, plus tu fais oh, what the fuck. Et d'ailleurs, ma copine a lu ça et j'étais en face d'elle. Et j'ai pris des photos de tous les moments où elle change de tête au fur et à mesure de la nouvelle et c'est hilarant. Ah, je veux voir ces photos. Je te montrerai tantôt. C'est pour ça que c'est une nouvelle que j'aime beaucoup lire en public. Tu vois, quand on me demande de faire une lecture en public, c'est vrai que j'aime beaucoup parce que les gens qui me connaissent pas me voient arriver et au fur et à mesure, ils sont quoi ? Non, elle va. Non. Ah oui, si, d'accord. Ben oui, et moi j'aime bien les gens qui disent la vérité parce que on est tous bourrés de travers, de contradictions, de saletés, et je trouve que le fait de les dire, de les admettre, c'est tellement chouette, c'est tellement beau, et puis ça nous rend aussi tellement uniques, tellement particuliers, tu vois, d'aller. J'aime bien les esprits tordus, quoi. Ouais. Et parce qu'en plus, j'ai l'impression que mieux on les voit, ces torsions de l'esprit, moins on est toxique pour les autres. Parce qu'au moins, c'est dit et c'est affiché et on n'utilise pas des espèces de mécanismes souterrains bien dégueulasses de manipulation, de chantage. Donc voilà, je trouve, dire c'est vrai, ouais. Je pense ça et c'est moche et c'est nul et c'est con, mais c'est comme la jalousie, quoi. D'arriver à regarder ce sentiment-là bien en face et de dire qu'est-ce qui se joue exactement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que je me dise... Quand je suis amoureuse d'un mec, je supporte pas l'idée qu'une autre puisse le toucher. C'est quoi exactement ? Et en fait, c'est à la fois nul et con, et puis en même temps, le dire... voilà. J'ai fait l'expérience la dernière fois avec un copain. On s'est dit, tiens, c'est quoi qui se passe ? Et on s'est rendu compte que c'était deux choses totalement différentes qui se passaient dans nos têtes. Moi, c'est plus j'ai peur d'être abandonnée. J'ai peur que le gars tombe amoureux, enfin qu'il tombe sur une fille mieux que moi et que il s'éclate plus au lit avec elle, il rigole plus, il mange des meilleures choses, j'en sais rien. et parle toujours de sexe. Et qu'ils se disent finalement Adeline, je vais plutôt voilà. Et alors lui me disait moi c'est pas du tout ça. Moi c'est vraiment un truc de propriétaire. J'aime pas qu'on joue avec mes jouets. C'est mon vélo et je veux pas qu'un autre garçon aille rouler dessus. Et je trouvais ça super drôle et en même temps super chouette de l'admettre, tu vois, et de dire je sais que c'est nul, je sais que c'est con, hein, mais moi c'est vraiment ça qui se passe à l'intérieur de moi. Et j'ai dit mais t'as pas peur d'être abandonnée ? Ah non, au contraire, à la limite si c'est un truc qui mène à tant mieux pour elle, tant mieux pour lui, c'est que ça avait vraiment une valeur. Moi, ce qui me fait chier, c'est s'il s'éclate, c'est vraiment d'imaginer qu'il baise, simplement. Ah ouais, c'est drôle, alors que moi, c'est beaucoup plus sur le plan intellectuel. À la limite, un mec dont je suis amoureuse me dit écoute, j'ai passé une nuit avec une meuf, c'était super, tant mieux, mec, c'est chouette, mais s'il me dit... et on a discuté, et c'était chouette, qu'est-ce qu'elle est brillante, et qu'est-ce qu'on a... Ça, là, je peux sortir les griffes. Mais du coup, c'est quoi ton modèle amoureux idéal ? Si tu ressens de la jalousie plutôt vis-à-vis du partage intellectuel entre deux personnes, mais si tu veux pas vivre avec une personne, c'est quoi ton modèle idéal ? Est-ce que tu le connais ? Non, je pense qu'il n'y en a pas un. Alors, oui, je crois que mon modèle, en tout cas, c'est ne pas cohabiter. Ça va être beaucoup de ne pas. Hein. J'ai pas, mais clairement, avoir une distance physique
qui permet le manque, qui permet aussi de vivre ses expériences chacun de son côté. Ne pas avoir d'existence sociale non plus. C'est chiant quand t'es en couple et qu'à un moment tu te mets tu sais, ces couples dont on ne sait pas dire le prénom de l'un sans dire le prénom de l'autre. C'est je sais pas, Manu et Laura. On les embrasse. Voilà. J'ai pris expression. Mais Manu et Laura, ça devient un seul nom, ouais. Une espèce d'entité comme ça, un monstre à deux têtes, qui fait qu'en fait, du coup, tu vis très peu d'expériences l'un sans l'autre, et donc en fait, t'as plus rien à te raconter, et surtout, t'es imprégné des mêmes choses, tu vois les mêmes films, tu lis les mêmes livres, et donc en fait, il y a plus d'altérité. Donc il y a ça. Je pense faire des enfants ensemble, c'est une mauvaise idée. Et ça aussi, peut-être qu'il y a, tu vois, quelque chose à réinventer sur le plan des enfants et de la procréation, et de se dire, tiens, mais est-ce que finalement, je crois que alors je sais pas, hein, j'y connais rien, mais les habitats groupés, ça me fait assez rêver, tu vois, des trucs où on se dit, on a des gosses, mais on est un peu les parents des gosses des autres, et puis il y a un truc qui se mélange très fort, où ils deviennent frères et sœurs, enfin, et on n'est pas chacun dans nos maisons avec papa, maman et les enfants, et qu'être amoureux et faire des enfants, je trouve ça extrêmement compliqué, et je le vois autour de moi, hein, la plupart de mes potes qui font des gosses, soit ils se séparent assez rapidement, soit il y a des histoires de tromperie, soit, et souvent tout ça en même temps, soit ils s'emmerdent, et j'en ai beaucoup, enfin, qui s'emmerdent ou qui baissent plus. Dire, bah non, en fait, ça fait 6 mois qu'on s'est pas touché, t'as envie, bah, j'ai envie de baiser, mais pas forcément avec... Et voilà, donc de nouveau, je crois que le fait de dormir dans le même lit tous les soirs, le fait de partager, t'as lu le journal de classe, la réunion de parents, machin, et on doit remplir la déclaration d'impôt, t'as racheté de l'Ajax vaisselle, enfin, ça n'existe pas, l'Ajax vaisselle. Non, c'est pour nettoyer le sol. Ouais. Chelou la meuf. Qu'est-ce que je veux dire, ouais, tu trouves pas qu'il y a une beauté quand même dans la routine? Si, alors oui, bien sûr, parce qu'en fait, je crois qu'on réinstalle toujours une routine. Ouais. Mais la routine ne veut pas dire proximité oui, non, ça physique. C'est sûr, mais dans le... oui. Ouais. Dans la répétition, dans le truc un petit peu rassurant aussi, parce que c'est vrai, les débuts c'est super chouette, mais c'est super insécurisant aussi. Et carrément pouvoir sédimenter un peu le truc, tu vois, et se dire ok, on laisse le sable retomber et laisser la vie couler comme ça de façon un peu plus cool, bien sûr. Et il y a quelque chose de très très beau là-dedans, et dans le fait aussi de se connaître. Donc c'est pour ça que je suis pas pour changer d'amoureux tous les 3 ans non plus, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très très beau dans la durée, dans le fait de très très bien se connaître. C'est super beau. Aussi physiquement, je veux dire, dans la sexualité, elle le dit dans le livre, mon héroïne, les coups d'un soir, elle comprend pas trop, parce que en fait, ça peut pas être... Enfin, ça commence à être chouette avec quelqu'un, je trouve, quand tu le connais bien, et quand il y a déjà de la confiance, mais aussi... ouais, savoir exactement sur quel bouton il faut appuyer, à quel moment, et quelles zones sont sensibles, quelles pratiques il aime pas. Et... Donc oui, bien sûr, non, la routine, l'habitude, le temps long, c'est super positif aussi. Mais voilà, mais je crois qu'il faut de la distance, il faut pouvoir se manquer. Mais j'ai pas de modèle idéal, et puis là je suis en train de parler que d'amour hétéro, même si voilà, plein de choses peuvent se... Mais je connais pas non plus... J'imagine que dans l'homosexualité, il doit y aussi avoir d'autres choses, d'autres formes d'exploration, d'autres... Tu vois, je suis pas certaine non plus que mon destin soit dans l'hétérosexualité, même si j'ai jamais essayé, mais en fait je crois que j'ai jamais essayé parce que j'ai été un peu conditionnée comme ça, et puisque les choses se sont mises comme ça. Donc si ça se trouve, dans 2 ans, je rencontre une meuf et on est super bien, et donc elle est dans notre équipe. Non, je dis pas ça, mais non, mais ce qui est sûr, mais de nouveau, j'invente rien en disant ça, mais c'est que c'est compliqué aussi d'entretenir une relation amoureuse avec quelqu'un dont le groupe social est dominant sur notre groupe social. On doit aussi se battre avec plein de choses. Alors c'est aussi super enrichissant, et j'adore, et c'est pour ça que pour l'instant, moi, j'ai pas renoncé à pas complètement renoncé à l'hétérosexualité.
Mais c'est vrai que ça amène d'autres difficultés. Ça demande de se battre en permanence contre ses propres conditionnements. Et peut-être aussi que j'arriverai plus facilement à vivre avec une meuf. Parce que peut-être que je me mettrais moins au service d'une meuf, je considérerais peut-être moins que son travail est plus important que le mien, que son temps est plus important que le mien, et qu'elle doit surtout pas salir ses jolis petits doigts dans l'eau de vaisselle, quoi. Avec l'Ajax. Avec l'Ajax. Mais ça, c'est un truc dont tu me parles depuis qu'on se connaît, donc ça fait 3-4 ans, je pense. Ce truc de, tu as le recul de voir que tu as besoin de validation masculine, mais tu essaye, d'avoir du recul sur ça, mais c'est toujours un truc nécessaire pour toi. Genre, t'as eu la validation d'un homme écrivain avant de te mettre à écrire, t'as besoin un peu de et comme ta narratrice d'ailleurs, comme ton héroïne, de cette protection un peu. Et genre, l'ennemi est à la fois la personne qui te rassure le plus. Ouais, absolument. Et ça change tout doucement. Parce que je crois que vraiment, c'est très compliqué de se déconstruire et de se défaire de ses propres conditionnement, surtout qu'on vit dans un monde qui sans cesse va me ramener dans cette tendance-là, puisque la voix des hommes est effectivement toujours plus, la validation des hommes est toujours plus importante à tous les niveaux. Dans ma famille, c'est très fort. Ou je sais pas, tu vois, encore l'autre jour, je regardais une interview de Bret Easton Ellis dans la grande librairie et on lui demande de parler des auteurs qu'il aime, il parle que d'auteurs masculins. Donc il y a ce truc de boys club où en fait on en fait partie, quoi qu'on... Mais tu trouves pas que ça c'est l'ancienne génération ? Si, c'est l'ancienne génération et c'est là que je dis, je réalise que ce qui m'aide vachement à changer ça, ou en tout cas à accorder beaucoup plus d'importance maintenant à la validation des femmes, jusqu'au jour où je serai capable de me passer complètement de la validation des autres et voilà, et à ce moment-là je vivrai en Inde. Mais c'est en fait d'écouter beaucoup plus, de lire des autrices femmes, d'écouter les femmes, d'écouter ce qu'elles ont à dire. Et ça, j'y suis vraiment attentive maintenant dans la consommation culturelle. Et je me rends compte que plus je regarde des films de réalisatrices, plus j'écoute des podcasts, plus je suis en fait en contact intellectuel avec des femmes, plus en fait leur voix devient importante pour moi et je crois que c'est ça aussi, c'est qu'on est tellement, où j'ai été tellement baignée par les productions culturelles masculines que forcément du coup c'est leur voix qui prend toute la place dans ma tête et donc ça avance aussi vraiment. Ça je sens le changement et maintenant tu vois par exemple ce bouquin-ci, j'attends beaucoup plus, j'espère beaucoup plus la validation ou l'approbation de femmes que d'hommes. Je l'ai envoyé, par exemple, c'est symptomatique, mais le SP, ce qu'on appelle le service presse, tu vois, quand tu vas sortir un livre, tu envoies, je sais pas à toi que je dois expliquer, mais tu envoies le livre à plein de gens influents, des gens de la presse et tout ça. Et là, cette fois-ci, quand mon attaché presse m'a demandé de faire ma liste, c'était quasi que des meufs, quoi. Et je me suis dit, il y a un truc qui Est-ce que tu l'as envoyé à des autrices que t'aimes bien ? Ouais. Ouais. À qui ? Je l'ai envoyé à Virginie Despentes, je l'ai envoyé à Myriam Leroy, à Victor Tuaillon, Lorraine Bastide, Mona Chollet. Mais Victor Tuaillon et Mona Chollet, c'était aussi... Mais ça me fait très très peur, parce que je me suis pas mal nourrie de leur travail pour écrire ce livre, et je dis que ça me fait très peur parce que j'espère que je me suis pas plantée. T'as peur qu'elles te disent genre non c'est mort, moi je m'associe pas. Exactement. Et c'est pour ça que je les ai pas mises dans les remerciements, tu vois. À la fin du livre, je fais des remerciements et en fait j'ai mis 4 noms parce que j'avais trop peur de me dire putain, si les meufs elles trouvent que mon livre est complètement raté, que je suis complètement passée à côté de ce qu'elles, j'ai pas du tout envie qu'elles se sentent prises en otage. Ouais. J'ai envoyé à Audrey Vernon, qui est vraiment une humoriste que j'adore. Et j'étais trop contente. Il y a 2 jours, elle m'a envoyé un petit message, 2 photos d'elle. M'a pas mis de commentaire, juste 2 photos d'elle avec le bouquin et son visage en pleurs, mais vraiment inondé de larmes. Et j'étais oh yes, chouette. Voilà. Et j'ai certainement oublié des autrices à qui je l'ai envoyé, mais voilà. Et à Fanny Ruet. Oh là là, la chance. Là là. Est-ce que, parce que là c'est ton 3e bouquin, mais c'est ton 2e roman, parce que Kérosène c'était un truc un peu chelou entre un roman et des nouvelles. Est-ce que, moi c'est comme ça que je l'ai pris parce que c'est ce que j'aurais fait, je pense. Est-ce que le fait de faire un objet chelou entre les 2 romans, c'était pour avoir un peu moins la pression du 2e roman ?
Oh, comment t'es trop maligne. Comment tu m'as démasqué. Oui, en fait, c'est juste que moi, Kérosène, je pensais que carrément ça allait être un recueil de nouvelles. Sauf qu'en l'écrivant, à un moment, je me suis amusée à créer un lien entre et à mettre tous mes personnages dans un lieu unique. Et donc, effectivement, c'était pour moi un objet complètement bâtard. Et en fait, j'ai même pas calculé comme ça. C'est-à-dire que après la vraie vie, j'écrivais un deuxième roman. Qui était Reste ou pas du tout? Non, qui n'était pas Reste, mais qui s'appelait Ce qu'il reste, bizarrement. Alors que c'est pas du tout la même histoire que Reste. Donc, un truc. C'était quoi le pitch? Ou est-ce que tu peux si je peux le dire, parce que je crois que je le terminerai jamais. Un couple de survivalistes qui partent vivre dans la montagne au bord d'un lac. Donc il y avait quand même déjà le décor. Et ils trouvent un corps dans le lac. Un cadavre. Non, ils partent vivre dans la montagne au bord d'un lac parce que ils sentent l'effondrement imminent et c'était de dire ok, en fait si vas-y, et comment ça se passe concrètement après, une fois que tu te retrouves à deux dans la montagne, super isolé, avec tes poules, tes chiens, ton machin, ton potager, qu'est-ce qui se passe? Et évidemment, ça allait virer au cauchemar. Parce qu'évidemment. Parce qu'évidemment, oui, mais parce que si, je crois que tu peux pas vivre dans la peur. Alors bien sûr, je suis moi-même, et c'est pas pour rien que je le faisais, c'est parce que j'ai moi-même des petites poussées, et des petites poussées survivalistes. Tu vois, plein de fois, je me dis, mais en fait, je dois faire des provisions, construire un bunker dans mon jardin, protéger mes enfants. Évidemment que j'ai cette impulsion-là, forcément, parce que je crois profondément que le monde va s'effondrer, enfin qu'on va vivre des effondrements. Et Pablo Servigne le dit très bien, on ne parle pas, c'est pas la fin du monde, c'est les fins des mondes. J'avais jamais entendu ce nom de ma vie. Et là, j'ai fait un épisode hier avec Guillaume Meurice, aujourd'hui avec toi, et vous êtes tous les deux à l'avoir cité. Ah, mais il est extraordinaire. Ali, comment tout peut s'effondrer, Pablo Servigne. Et ça a l'air un peu badant. C'est un tout petit peu badant. Ouais, c'est très badant. Surtout la première moitié, tu fais un putain. En fait, vraiment, ça va s'effondrer. Il te démontre par A plus B comment à 98% ça va s'effondrer. Et puis deuxième partie, il t'explique pourquoi c'est une mauvaise nouvelle, c'est sûr, mais comment est-ce que on peut essayer de considérer ça un peu moins comme une mauvaise nouvelle, et comment est-ce que on peut essayer de s'en tirer un tout petit peu par le haut. Et son deuxième livre, L'entraide, autres lois de la jungle, va vraiment à fond dans cette perspective-là, qui est de dire, et tout le monde va dans le même sens, je veux dire, Alice Zénitaire, toute une moitié du monde, Futur, Lorraine Bastide, ça va dans le même sens, mais c'est chaque fois dit de façon différente et sur des thèmes différents, qui sont de dire, il faut arrêter avec la compétition, arrêter avec la rivalité, et se dire que il faut recréer du lien, il faut et que à travers, on est fait pour l'entraide, on est fait pour collaborer, mais qu'on est tellement inondé de récits, de conflits, de compétitions, de bagarres, de violences, qu'en fait on est conditionné à ça. Et quand on regarde les récits qu'on a de fin du monde, c'est vrai que c'est tout des trucs avec des zombies, avec des armes, avec des gens qui s'entretuent, et c'est de cannibalisme. Et se dire, mais en fait, non, on a ça en tête parce que c'est les fictions qu'on nous a données, mais il y a autre chose à inventer aujourd'hui, et peut-être que ça peut se passer complètement différemment. Et Pablo Servigne, il prend toujours l'exemple de l'ouragan Katrina, où il dit, en réalité, en situation de chaos, les gens ont plutôt tendance à être cool les uns avec les autres et à être gentils, à s'entraider. Sauf que c'est pas ce récit-là que la presse nous en fait. C'est vrai que moi, je m'étais jamais dit qu'on pouvait, que c'était une option. Ouais. Moi, je me suis dit, en cas de problème, on se déchire la gueule. Voilà. Et je m'étais jamais dit que ça pouvait être sympa. Enfin, pas sympa, mais plus doux. Ouais. Regarde le Covid, il y a eu énormément d'entraide. Enfin, moi, en tout cas, dans la façon dont je l'ai vécu. Alors, c'est peut-être parce que je vis dans un quartier de bobos, tout ce que tu veux, mais le premier réflexe des gens, ça a plutôt été d'acheter du PQ, c'est sûr. Ouais, il y a quand même eu, il y a quand même eu, oui, un il y a eu début ça. de pillage des magasins. Ouais, mais il y a aussi eu du qui vit autour de chez moi, quelles sont les personnes vulnérables, qui est-ce qui a éventuellement besoin qu'on aille lui faire ses courses, est-ce que tiens, si on organisait un truc de livraison commune, alors je dis pas que la nature humaine est merveilleuse et parfaite et tout ça, mais je dis qu'en tout cas le rôle des fictions là-dedans est fondamental et central, et que comme les fictions, c'est ce que dit Alice Zénitaire dans Toute une moitié du monde, c'est un bouquin extraordinaire où elle dit
Alors, je vais schématiser à mort. Pardon, Pardon, Alice Alice. Zeniter, je suis vraiment désolée, mais là, je vais essayer d'aller vite. Mais en gros, elle dit, à choisir entre le récit de la chasse au mammouth et le récit de la cueillette des baies, on a toujours préféré le récit de la chasse au mammouth. Parce qu'il y a de l'action, parce que c'est drôle, parce qu'éventuellement, il y en a un qui se fait encorner par le mammouth. C'est chouette. Mais en fait, la cueillette des baies, c'est passionnant. Et on devrait donner beaucoup plus la place à ces fictions-là, à montrer aussi le vivant comme quelque chose dont nous sommes entièrement partis et pas comme un décor dans lequel l'homme évolue avec sa sagaie ou avec son riot gun pour aller défoncer. T'as vraiment cité des armes pointues. Oui. Et là, je souris, mais j'ai eu peur. C'est très spécifique. Je t'ai pas encore montré ma cave. Mais donc pour terminer, parce que on était parti sur tout ça parce que je répondais à ta question de kérosène et pourquoi et machin et truc, c'est que donc j'écrivais ce roman, le Covid est arrivé, évidemment survivalisme, collapsologie, je me suis dit ah merde, en fait la réalité rattrape mon histoire, c'est voilà. Donc j'ai complètement arrêté d'écrire et aussi parce que j'étais comme tout le monde, comme un lapin pris dans les phares à écouter les infos tout le temps, j'étais incapable d'écrire. Et là mon éditrice m'a dit écoute fais-toi plaisir, t'es aussi dans le stress du deuxième roman, effectivement, c'est super compliqué. Fais ce dans quoi tu te sens à l'aise, c'est-à-dire des nouvelles, et puis on verra bien. Mais retrouve du plaisir à écrire et arrête de te dire que tu dois absolument publier. Donc c'est comme ça que Kérosène est né. Et moi, je pensais au départ que ce seraient des nouvelles qui seraient peut-être publiées, mais beaucoup plus tard. Au moment où je l'écris en juillet, une bonne partie, parce que j'étais reprendre aussi des nouvelles que j'avais écrites précédemment. Je l'ai écrit en bonne partie en juillet 2020 et il est sorti en avril 2021. Et moi, je pensais pas du tout que ce serait ça. Ça a été vite. Ça a été très rapide, ouais. Et je pensais pas du tout que ce serait ça mon deuxième livre. Et en fait, l'Iconoclaste, notre maison d'édition. Ouais, ils ont été malins. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais plein de nouvelles, ils m'ont dit, il est là ton deuxième roman, c'est bon, tu l'as? J'ai dit, ah non, c'est pas un roman, arrêtez les gars. Ok, mais tu l'as ton deuxième livre. Et donc il a été publié, et c'est vrai que pour moi ça a été une libération. Ok, c'est fait, c'est là, et c'était génial, sans être effectivement là le deuxième roman, il arrive seulement maintenant, ouais. Donc ouais, t'as moins le stress, t'as moins l'attente. Mais j'ai envie de dire, Nicolas Mathieu a fait la même chose après son Goncourt, il a écrit un Ah bon? Rose Royale, ouais, une novella, c'est un petit livre qui est magnifique d'ailleurs. Donc après leurs enfants après eux. Il écrit un roman à chaque post Instagram. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai lu une interview croisée avec Liz Pitt, donc qui est une autrice belge flamande incroyable, à laquelle tu es souvent comparée, d'ailleurs, parce que deux jeunes femmes, blondes. Et puis il y a quand même un peu ce truc de noirceur existentielle. Et elle disait qu'avec son deuxième roman, elle a perdu 2/3 de son public. Parce que... Ah merci. Et c'était dans l'interview croisée, donc tu le savais déjà. Mais est-ce que après un énorme succès comme La Vraie Vie, tu as cette peur, ou est-ce que tu as un peu ce truc de... oui, sûrement, comme tous les bons premiers albums, bons premiers romans qui ont fonctionné, il y a parfois une baisse d'intérêt. Ah non, mais jamais j'espère refaire les chiffres de La Vraie Vie. Vraiment, ce serait super, mais j'ai pas du tout ça en tête comme objectif. Si je fais la moitié de La Vraie Vie, c'est incroyable. Si je fais le quart de La Vraie Vie, c'est déjà super. C'était 300 000 La Vraie Vie. Ouais, avec le poche, mais en grand format, on est plutôt poche, à 200 000. C'est quand même le livre. Oui, bien sûr. Oui, ça compte. Absolument, oui, mais donc si tu comptes avec le poche, c'est 300 000 exemplaires, et oui, c'est juste parce qu'en général on se base plutôt sur les chiffres du grand format. 22 traductions, évidemment j'espère pas du tout refaire ça, et Kérosène a fait 40 000 exemplaires grand format, et c'est génial. Alors c'est vrai que c'est rigolo parce que ça peut presque sonner comme un échec, tu vois, après autant de ventes. Alors qu'en vrai, c'est immense. Mais si tu mets 40 000 personnes les unes à côté des autres,
C'est énorme. Ouais. Et puis vraiment, si tu replaces ça dans le contexte de la réalité du monde de l'édition, quand tu vends 2000 exemplaires, t'es déjà très content. Ah ouais, je n'ai aucune notion des chiffres. Non, 2000 exemplaires, c'est déjà super. Enfin, c'est bien. Enfin, tu peux déjà être tout à fait satisfait. 10 000 exemplaires, c'est un succès. 20 000, c'est un gros succès. Enfin, 200 000, c'est juste... 200 000 grands formats, c'est juste énorme. Et donc 40 000 pour Kérosène, c'est énormissime. Donc oui, franchement, si je m'installe à 40 000 exemplaires vitesse de croisière, 40 000, vitesse de croisière, on est bien. Franchement, c'est déjà super. Alors oui, bien sûr, tu as des auteurs qui sont habitués à des chiffres beaucoup plus gros, comme Amélie Nothomb, comme Bernard Lévy... Marc Lévy. Oui, non, Bernard Lévy, c'est l'autre. C'est BHL, non? Ah oui, Bernard-Henri Lévy. Oh là, je suis fatiguée. Marc Lévy ou Guillaume Musso ou voilà des auteurs comme ça, mais oui, voilà, effectivement, il y en a qui vendent régulièrement, enfin à chaque bouquin, ils sont, je sais pas moi, je vais pas dire de conneries, mais à mon avis, ils sont faciles à 200-300 000 à chaque livre. Je crois que c'est Guillaume Musso qui est vraiment le plus gros vendeur chaque année. Et bien sûr, mais et tant mieux pour eux. Je suis vraiment très contente, mais moi, c'est pas mon objectif. Moi, tant que je peux vivre, et franchement, si tu fais 40 000 tous les 2 ans, tu vis très très bien déjà. Et c'est super. Moi, voilà, tant que je paye mon loyer, je suis contente, quoi. Comment on fait pour entre 2 romans, ou en tout cas entre 2 livres, pour se recharger, se ressourcer? Parce que je suppose que quand t'as écrit un truc sur le long terme et tout, à la fin tu te sens vide, non? Oui. Alors, moi, j'ai la chance de pouvoir vivre de mon travail pour l'instant. Donc, ça veut dire que j'ai pas un métier à côté qui m'épuise et qui me vide aussi de mon énergie. Je parle pas tant en termes d'énergie. Non, je sais, ouais, je comprends. Mais du coup, ce temps-là, j'ai énormément de temps où je peux lire, écouter des podcasts, regarder des films. Et moi, c'est vraiment comme ça que je me recharge. C'est en observant le monde autour de moi. Mais j'ai beaucoup de temps pour ça. Donc ça, c'est extraordinaire. Là, par exemple, j'ai l'idée... Alors ça, c'est génial parce que ça ne m'était jamais arrivé dans mon immense carrière, ma très longue carrière d'autrice. Mais j'ai déjà une idée pour mon prochain. Et je sais que je vais prendre au moins 6 mois pour lire, me renseigner à mort sur le sujet et parce qu'effectivement ça va me nourrir, ça va m'amener des histoires qui sont en lien avec ce sujet, des exemples, des cas qui vont nourrir aussi l'histoire et la créativité. Mais c'est dans le monde réel. Et quand je dis que je lis des livres, que j'écoute des podcasts, c'est beaucoup aussi d'essais, les livres. Même si la fiction me nourrit aussi beaucoup, mais c'est vrai que j'ai besoin de comprendre le monde, de comprendre des faits sociétaux, structurels, pour essayer de... Alors, et après, il faut absolument que je les oublie au moment où je commence à écrire. Donc ça nourrit, mais il faut surtout pas que j'essaye de les réinjecter dans mon écriture. Et donc là, pendant 6 mois, tu vas pas écrire? Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien ne pas écrire du tout pendant 6 mois. Et alors, ça veut dire aussi que maintenant, je dois apprendre à dire non. Parce que, en fait, j'ai toujours plein de petits trucs. Une nouvelle par-ci, un essai, enfin, voilà. Voilà, une petite commande, un petit bazar, parce que ça me fait plaisir de dire oui. Mais puis là, c'est rassurant aussi. Et c'est rassurant, exactement, tout à fait. Et puis j'ai tellement galéré pendant des années à pas avoir de boulot que maintenant qu'on m'en propose, ça me fait un peu mal de dire non. Mais là, j'aimerais vraiment, et parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que on me fait pas mal de demandes, et donc je me mets à écrire pour satisfaire une commande, et c'est pas du tout la même dynamique d'écriture, et j'aime pas ça du tout. J'aime bien quand j'écris parce que l'impulsion vient de moi, et que tout à coup je me suis dit j'ai une idée qui naît et j'ai envie de l'écrire. Je déteste, voilà, nouveau, j'ai la chance de pouvoir dire ça, mais j'aime pas écrire sous la contrainte. Et ça devient une corvée, vraiment, quand je dois livrer un texte.
là, ça fait 1 an que je dois livrer un texte. et c'est vraiment l'épine dans mon pied. Et en plus, je dors mal la nuit parce que je me dis, ah merde, il y a des gens qui attendent mon texte. Et de temps en temps, ça m'empêche pas d'écrire une nouvelle, mais parce que moi, j'en ai eu envie. Et si quelqu'un, à un moment, vient me trouver en me disant, ah tiens, on fait un recueil, un machin, un truc, est-ce que tu n'as pas quelque chose dans tes tiroirs? Alors là, oui. Et j'aime bien quand la question est posée dans ce sens-là. Il y a des gens qui te posent la question dans ce sens-là. Et ça, je trouve ça très chouette. Dire, tiens, t'as pas un petit truc qui traîne? Ah ben si, justement. Et c'est vrai que j'ai toujours un truc qui traîne sur mon disque dur. Mais dans l'autre sens, là, j'aime pas. Pour revenir au roman que tu avais commencé à écrire et puis que tu as abandonné, comment t'abandonnes une idée quand t'as bossé dessus pendant si longtemps? Ah, c'est dur, hein. Enfin, c'est dur et en même temps, c'était un soulagement parce que je galérais tellement. Parce qu'il y a eu le Covid, mais il y avait aussi le fait que j'étais tétanisée par le succès de La Vraie Vie et que j'écrivais. Enfin, t'imagines, La Vraie Vie, je l'ai écrit en me disant que a priori personne le lirait. Ellipse. Donc je l'ai écrit dans une immense liberté. Je pouvais vraiment mettre tout ce que je voulais, toutes alors tout ce que je voulais. Dans le sens, les pires crasses, les pires horreurs, en me disant de toute façon, voilà, personne n'a rien à foutre. Et aussi au niveau du style, tu vois, dans un truc super relâché. Et puis après, quand t'as été aussi médiatisé sur autant de listes de grands prix, en fait, tu commences à écrire le deuxième en disant, ah oui, mais en fait, il y a le jury du Goncourt qui va fort probablement lire ce que je suis en train d'écrire. Il y a rien de plus paralysant, quoi. Et les gens vont avoir une attente et voilà. Bref, donc j'étais ultra paralysée. Et donc au niveau du style, je chipotais à mort, quoi. Vraiment, c'est comme quand tu voulais faire de la littérature. Voilà. Ouais. Et comme quand tu te changes 45 fois devant ton miroir, tu vois, et que tu mets du rímel et que tu essayes 50 000 coiffures, et puis finalement tu remets ton jean, tes baskets et un t-shirt. Après tout ça, parce que tu te rends compte que c'est la seule chose qui te va. Donc en fait, j'ai eu un énorme soulagement à lâcher ce roman, parce que vraiment, j'en pouvais plus. Et en même temps, ouais, ça fait mal au cul. C'est quand même 200 000 signes. C'est énorme. C'est combien 200 000 pages, signes, pour La Vraie Vie, c'est 240 000 signes. Donc tu vois, je l'avais presque fini. C'était vraiment... Ouais. Oh, waouh! Ouais, c'était pas genre, je laisse tomber au début, quoi. Je crois qu'il me restait... peut-être un petit quart à écrire et j'étais au bout de ce roman. Après, je l'ai un peu dépioté, tu vois. J'étais rechercher de temps en temps une description de montagne ou de forêt. Voilà, exactement. Où j'ai repris le décor avec dans Kérosène, Red Apple. Le cheval. Ouais. Et parce que dans cette histoire-là, il y avait un cheval qui brûlait à un moment. Enfin, j'avais Because why not? Je trouvais ça très beau comme image. Un cheval qui brûle et puis qui tombe dans un lac. Mais donc ça, je l'ai repris dans Kérosène parce que vraiment c'était et le personnage le mec dangereux du village, on sait pas très bien ce qu'il a. Enfin, voilà, j'ai été le remettre dans Kérosène. Donc c'est jamais complètement perdu, je pense. Et il y a peut-être encore des choses que je vais... Ou peut-être qu'un jour, j'y reviendrai à ce roman, j'en sais rien. Pourquoi t'as une obsession pour la forêt ? Parce que je m'y sens bien. Le décor de ton roman, tu sais que c'est un endroit dans lequel tu vas passer 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc t'as intérêt à l'aimer. Et moi j'adore le chalet au bord d'un lac de montagne. C'est un endroit dans lequel j'avais envie de passer du temps. La forêt aussi. Après, si tu poses la question au niveau de la symbolique, en tout cas dans celui-ci, dans Reste, je me suis rendu compte que c'est l'acceptation de l'entropie, l'acceptation du chaos, l'acceptation de la mort. Et elle le dit en fait assez clairement au début, mon héroïne, elle dit je crois que je finirais par m'habituer de la même façon que si aujourd'hui on me disait que je pouvais plus rentrer chez moi et que je devais vivre dans la forêt, dormir dans la forêt, dormir sur un tapis de feuilles mortes, en fait je serais terrorisée, j'aurais froid, j'aurais faim, ce serait abominable et je passerais par des moments d'angoisse terribles. Mais en fait c'est possible, certains l'ont fait et je crois qu'on finit par s'habituer à tout, de la même façon qu'on finit par s'habituer au fait que la personne qu'on aime le plus au monde est morte et qu'on ne pourra plus jamais la toucher, lui parler, enfin voilà. Et donc c'était vraiment ce truc de
de ce qu'on ne contrôle pas. La forêt représente ce sur quoi on n'a aucun contrôle, ce qu'on connaît mal aussi, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui grouillent sous le tapis de feuilles mortes, mais on ne sait pas exactement ce que c'est, est-ce qu'il y a des trucs dangereux, est-ce qu'il y a des serpents. Et ouais, c'est cette chose qui à la fois représente une menace, nous fait peur, et puis en même temps est tellement vulnérable. Tu l'as dans Reste, la solastalgie. La solastalgie, pardon. La solastalgie. C'est la solastalgie. Tu vois, je dis des mots savants et en fait, je sais même pas les dire. La solastalgie, c'est la nostalgie de ce qui n'a pas encore disparu. Ah oui, d'accord, ok. Ça se rapproche de l'éco-anxiété, mais dans une forme un peu plus poétique ou plus. C'est de regarder effectivement une forêt en se disant, en fait, elle va disparaître, ou si ça se trouve l'été prochain, elle aura brûlé. Et donc c'est ce sentiment de tristesse qui peut nous envahir face aux vivants ou face aux choses qui sont appelées à disparaître. Donc c'est ça aussi, et c'est tout ce travail d'acceptation et de. On fait partie de cette chose-là, on fait partie de ce tout. Et la forêt. Même si au départ je l'aperçois comme une menace, comme quelque chose qui fait peur, voilà, à la manière des contes de fées, le petit chaperon rouge, tout ça. En réalité, j'en fais complètement partie et je dois apprendre à me réconcilier avec ça. Je dois apprendre à apprivoiser cette part-là de moi. Et est-ce que tu as un besoin quand même d'abstraction de la vie normale? Parce que ça se passe jamais dans des endroits classiques, tes romans. Ouais, alors je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Parce qu'en même temps... tu vois, je te dis que je suis fascinée par le réel et que j'ai envie de raconter le réel dans mes livres, et en même temps, mes livres sont très abstraits, enfin sont très soustraits au réel. Il y a toujours quelque chose d'un peu qui flotte au-dessus de la réalité, quelque chose de l'ordre du conte. Un peu ça se passe quelque part à un endroit, on ne sait pas où, on ne sait pas à quelle époque. Exactement, exactement. C'est pas très ancré. Je nomme pas les gens, je nomme pas les lieux. J'avoue qu'ils ont jamais de nom. Non. Non, je sais. Alors et on me pose tout le temps la question, et alors de temps en temps j'invente des réponses un peu un peu intellectuelles, mais en vrai je ne sais pas. Là de nouveau, effectivement, mon héroïne n'a pas de nom. Et le mec a une lettre. Ouais, il s'appelle M, mais je répugnais vraiment à lui donner un prénom à cet homme. Je voulais lui donner une initiale, je n'arrivais pas à lui, et je sais pas exactement pourquoi. Soit c'est une espèce de vieille relique de bourgeoisie justement qui n'aime pas voir le réel et qui préfère, tu vois, raconter des histoires dans un monde extraordinaire, parce qu'en fait le réel est toujours un peu moche, le réel pue toujours un peu, et puis surtout le réel te montre un miroir en tant que bourgeoise que t'as pas forcément envie de regarder. Ouais, mais toi c'est ce que tu montres en même temps. Mais c'est ce que je montre en même temps, parce qu'à un moment je lutte un peu contre moi-même et contre mes petits travers de bourgeois. Et donc effectivement ça me rattrape toujours, ça revient. Mais j'aimerais bien un jour écrire un roman, mais je devrais vraiment lutter fort contre moi-même, ultra matérialiste. Enfin, vraiment complètement ancré dans les conditions matérielles d'existence de mes personnages, et d'aller analyser, et presque ne parler que de ça, en fait. Parce que au quotidien, c'est ça qui nous obsède. C'est comment on vit, c'est qu'est-ce qu'on va manger ce soir, c'est où on habite, comment on paye notre loyer. Ouais, mais est-ce que la fiction, ça sert pas justement à ne pas être dans ça? À s'évader, à vivre autre chose en fait, parce que la vraie vie on la vit déjà tout le temps, quoi. Ouais, mais en même temps moi je trouve ça justement fascinant alors j'ai pas envie qu'on me raconte ma vie parce qu'a priori je la connais, mais de m'intéresser à la vie des autres, comprendre ce que les autres vivent, quelles sont leurs réalités, et voilà, et d'aller voir effectivement comment, c'est quoi, moi ça m'intéresse de savoir, c'est quoi de se lever à 4h tous les matins pour aller faire le ménage dans un Sofitel et de se faire violer par DSK. Il fallait une chute à base de viol. Non mais ouais, d'élever ses enfants et de vivre et de subir le racisme, moi ça m'intéresse, ça, parce que je le connais pas, parce que c'est pas ma réalité, et ça moi je ne pourrais jamais le raconter parce que c'est pas ma place, parce que je suis pas à cet endroit-là. Donc en fait pendant longtemps, et ça c'est vraiment un complexe dont je viens de me débarrasser, je suis vraiment très heureuse de ça. C'était de me dire je suis pas très légitime pour parler du réel puisque issue de la bourgeoisie, et que donc voilà, effectivement les réalités qui nous intéressent a priori c'est plutôt, et celles qu'il faut mettre en lumière sont plutôt les réalités difficiles, les réalités précaires, les sans-papiers, mais sauf qu'en vrai
observer et parler des conditions d'existence de la bourgeoisie, en fait, c'est très intéressant. Et on ne le fait pas tant que ça. C'est-à-dire que les productions culturelles bourgeoises font abstraction de leurs conditions d'existence. Ils se pensent en tant que neutres, par défaut. Et donc, en fait, ça paraît tout à fait naturel. Ouais, c'est le coup du j'ai pas d'accent, quoi. Voilà, exactement. Et de vivre dans un grand appartement parisien où on a 3 chambres. Et à aucun moment, on observe ça en disant, tiens, mais ça n'est pas la norme. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais observons-le et attentivement. Et qu'est-ce que ça sous-tend et surtout sur quelles existences ce mode de vie-là repose? Qui travaille pour ça? Et en fait, c'est passionnant. La vie des bourgeois peut être passionnante, mais dès le moment où on la montre avec honnêteté et pas en venant avec ce discours de je me suis fait tout seul, je me suis battu, cet appartement. Non, mon héritage n'a rien à voir là-dedans. Mais d'un côté, toi, tu parles de sentiments, donc qui sont quand même relativement. Enfin, tout le monde peut être dans une relation illégitime. Tout le monde peut se poser la question de la domination, du patriarcat, machin. Oui, bien sûr, mais tout ça est fortement conditionné par des contraintes matérielles. Et je pense que si t'as pas de papier. Tu vois, t'as pas de temps pour te poser la question de comment je me sens vis-à-vis. Ouais. Voilà. Donc le fait de pouvoir y penser, c'est bourgeois, quoi. Voilà. Exactement. Ok. Merci de répondre à mes questions à ma place. Avec plaisir. N'hésite pas si t'as besoin. T'as accepté maintenant que t'étais écrivaine? Oui, ça va. J'ai accepté. Parce qu'au début, t'osais pas en parler à tes proches et tout parce que ils te soutenaient pas spécialement là-dedans. Tout au début, quand t'écrivais Bonobo Moussaka et tout ça. Non, même maintenant que ça m'a permis de payer ma maison. c'est ça plus facile. Mais c'est compliqué en même temps, je trouve, quand t'as quelqu'un dans ton entourage qui veut faire ça. À la fois, oui, il faut le soutenir. À la fois, c'est très dangereux de l'envoyer à corps perdu là-dedans, alors que c'est un milieu extrêmement difficile. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pour ça, hein, je dis ça en boutade, mais enfin, j'ai aucune rancœur vis-à-vis de mon entourage, de mes parents, de pas. Je comprends que quand j'écrivais Bonobo Moussaka, ils regardaient un peu leurs chaussures en disant qui lui explique qu'il faut qu'elle fasse quelque chose, qu'elle arrête de perdre son temps avec ces choses-là qui ne rapportent pas d'argent. Ça revient toujours à un truc matériel. Mais voilà, ça revient toujours à un truc matériel. Et de nouveau, on peut se poser la question de, en fait, pourquoi est-ce que ça devrait absolument rapporter de l'argent Et moi, je crois qu'il faut juste être réaliste par rapport à ça et dire, si quelqu'un écrit, si quelqu'un a des ambitions artistiques, quelles qu'elles soient, parce que tous les métiers artistiques sont difficiles, c'est juste de dire vas-y, mais juste compte pas là-dessus pour payer ton loyer. A priori, c'est pas ça qui. Et c'est logique et c'est normal. Et c'est un monde très dur. Et effectivement, on risque d'aller au-devant de beaucoup de désillusions. Et il faut juste en être conscient. Mais maintenant, c'est pas pour ça que c'est du temps perdu. Enfin, de nouveau, ça dépend. Ouais, enfin, t'as des gens qui. T'as des gens qui écrivent et qui vivent avec pas grand-chose et qui prennent ce temps-là alors que ça leur rapporte que mais tant qu'ils arrivent à joindre plus ou moins les deux bouts à la fin du mois et qu'ils ont un boulot à côté je veux dire, ça marche aussi. Tu ferais quoi, toi, si t'avais pas écrit Bonobo, puis La Vraie Vie, puis Kérosène, tu ferais quoi? C'est une très bonne question. Je serais morte. Je pense que je vais faire un montage de toutes les fois où juste tu vas dans des trucs horribles pour ponctuer les phrases. Non, écoute, au moment où j'ai commencé à écrire Bonobo Moussaka, moi, je voulais faire de la rénovation de bâtiments durables. En fait, je crois que je serais chez Rénovation. Allez, comment ça s'appelle ce mouvement citoyen là en France? C'est pas Total Rénovation, c'est. J'en ai aucune. Tu vois pas? Mais c'est un groupe genre Extinction Rebellion, tu vois, mais où eux, ils sont pour. Je trouve ça très mignon dit comme ça. Ils sont pour la rénovation
des bâtiments. Dire, en fait, c'est la priorité absolue aujourd'hui, c'est d'isoler les bâtiments, de les rénover, de rendre... Parce qu'en fait, vu que ça va être la merde demain, vu que et on le voit, en fait c'est pas demain, c'est déjà la merde aujourd'hui, la hausse du prix de l'énergie et tout ça, l'absolue priorité, enfin il y a plein de priorités et protéger les océans c'est aussi une priorité. Enfin mais moi ma priorité dans laquelle j'avais envie de m'investir, c'était vraiment ça. Isoler les bâtiments, les rénover, faire en sorte que tout le monde puisse avoir un habitat confortable et salubre et tout ce que tu veux. Le moins énergivore possible, d'une part pour éviter les émissions de CO2, mais aussi pour que les gens puissent faire des économies et pas mettre toute leur thune, pas filer toute leur thune à Total ou à Engie pour du gaz. Donc je crois que, mais je sais pas si j'aurais réussi à m'inscrire là-dedans parce que je suis pas architecte, je suis pas urbaniste, enfin mais ça c'est vraiment la question de l'habitat et que si demain les choses venaient à s'effondrer, je trouve que le fait d'avoir des bâtiments en bon état, je veux dire si on n'a plus de pétrole pour acheminer les matériaux et tout ça, le fait de se dire on a au moins 20-30 ans devant nous parce que les bâtiments sont en bon état et qu'on est au moins confort dedans, c'est déjà c'est déjà une bonne chose dans notre escarcelle. J'avais jamais entendu ce mot de ma vie. Est-ce que des fois tu fais des trucs en disant peut-être ça fait une histoire? Parce que là c'est un truc que j'ai l'impression d'avoir souvent avec toi, le côté vas-y on fait ça. Il y a pas trop de raisons, mais vas-y on fait ça. Genre là, exemple bête, on a une rencontre en librairie ensemble au Luxembourg bientôt. Et t'as dit vas-y on reste dormir. Ah oui. Tu vois, il y a un peu un truc, j'ai l'impression on verra ce qui se passe. Tu vois, alors que c'est Luxembourg, tu vois, c'est pas non plus. C'est pas ouf, mais il y a des forêts. Ah waouh, voilà. Il y a des forêts de sapins. C'est vrai. C'est juste pour ça. Moi, en fait, c'est pas vas-y, on fait des trucs, c'est vas-y, on va faire une promenade dans une forêt de sapins. Oh merde. Qu'est-ce que j'ai fait? En plus, c'est toi qui conduis, donc je peux même pas rentrer. Non, tu pourras pas rentrer. Peut-être à mon premier fait d'hiver. Ouais. Comment j'ai tué Adeline Dieudonné. Alors, en tout cas, de prendre le temps, parce que je sais que ce sont des moments où je vais être, ça va booster ma créativité, ça oui. Parce que, et de nouveau, quand j'ai le luxe de pouvoir le faire, c'est génial. Mais de me mettre dans des situations où je suis pas chez moi, où en fait, je trouve que dès qu'on me sort un petit peu de mon nid et de mon petit confort, effectivement, j'ai l'imaginaire qui s'emballe alors ça veut pas dire que je vais me mettre volontairement dans des situations compliquées parce que vraiment j'adore mon confort et que par exemple j'aime pas devoir parler avec trop de gens, j'aime pas que mon confort dépende des autres. Maintenant, je sais que je dois plus accepter des espèces de voyages comme ça où pendant 5 jours, je vais pas pouvoir choisir ce que je mange. Enfin, tu vois, on va m'emmener au resto, enfin faire des trucs, et où en fait je suis complètement, où limite je peux même pas choisir quand je vais faire pipi, tu vois, parce que je suis dans des bagnoles, dans des machins. Je trouve ça vraiment, je déteste. Par contre, prendre mon sac à dos et partir dans des trains à travers la France pour aller faire des librairies, rencontrer des gens mais avoir une certaine autonomie et être souvent seule et avoir droit à mes moments de solitude et de silence, ça j'adore parce que du coup je vois des endroits que j'avais jamais vus, je rencontre des gens, j'entends des histoires et ouais, là, ça me nourrit à crever, ouais. Ouais. Du coup, vu que c'est un podcast sur le sujet, maintenant ton doute, il est sous quelle forme? Il se présente comment? Attends. Ça, t'aurais dû m'envoyer la question. C'est tellement large. Fais-en ce que tu veux. Ouais, c'est ça, exactement. Si, alors oui, en ce moment, j'ai un petit problème avec la réalité. C'est-à-dire que je lis tellement de choses qui, tu vois, que ce soit des lectures féministes qui te font regarder toute ta vie, enfin, et tout ce qu'on t'a appris et toute ta socialisation sous un autre angle en te disant, et le monde en fait, sous un autre angle en te disant, ah oui, tiens, c'est vrai que
on est sous un prisme masculin depuis toujours, et j'ai été conditionnée à ça. Mais aussi, tu vois, des lectures plus politiques, vu que moi j'ai pas eu d'éducation politique, donc j'ai vraiment grandi dans la bourgeoisie et dans un système de pensée ultralibéral. Et moi, pendant longtemps, je remettais même pas ça en cause. Enfin, c'était la réalité. Il y avait pas de questions à se poser là-dessus. Bon, ça fait quand même un bon moment à 18 ans, quand je me suis mise avec un mec de gauche et que et j'ai fait avec quoi? Donc la peine de mort, c'est pas bien. Mais donc je vais de plus en plus loin dans des lectures de gauche, d'extrême gauche, de comprendre voilà, l'anarchie, le communisme, et que je trouve ça tellement extraordinaire et que ça m'emballe tellement. Mais qu'à un moment, je suis dans une perte de repères tellement forte que je me dis, mais en fait, il est où le conditionnement? Enfin, tu vois, est-ce que je suis pas en train de quitter un conditionnement pour en rejoindre un autre? Est-ce que le prisme féministe sous lequel maintenant je vois les choses, en fait, ne me donne pas aussi une vision biaisée de la réalité? Alors, c'est la grande question de la subjectivité. Et oui, on est toujours subjectif. Et oui, on voit toujours le monde sous un angle. Mais c'est fou parce que, en fait, à force, tu te dis, maintenant je vois enfin les choses telles qu'elles sont. Je me suis enfin débarrassée de ces lunettes qui me mettaient tel ou tel filtre sur le monde. Et puis en fait, ça veut dire, non, et en même temps, oui, je suis intimement convaincue que les rapports du GIEC doivent être suivis. Et je pense que en ça, j'ai raison, parce qu'il y a des appuis scientifiques là-dessus, et que donc évidemment tous les courants de pensée ne se valent pas. Mais de temps en temps, j'ai des espèces de grands gouffres de doutes comme ça, mais où est le réel? Sur quoi puis-je m'appuyer? Et quand tu vois que même des réalités scientifiques sont remises en question par rapport, par exemple, au niveau de la biologie, dire que maintenant, il est établi que il n'y a pas deux sexes distincts. Donc la binarité homme-femme, en fait, elle est caduque. On ne peut pas baser notre société là-dessus, puisque tu as des biologistes qui sont penchés sur la question et qui disent, non, en fait, déterminer quelqu'un dans un groupe ou un autre, ça n'a pas de sens. Il y a une espèce de spectre, et voilà. Et puis t'as les personnes intersexes, et puis parfois t'as des femmes qui ont des taux d'hormones. Enfin voilà, que tu le prennes sur le plan hormonal, sur le plan chromosomique, sur le plan des organes, en fait, c'est remis en question. Et tu fais, oh putain, même ça, même ça sur lequel notre monde est basé, en fait, on peut le... Et à la fois, c'est super réjouissant, c'est vertigineux. Moi, je trouve ça génial de pouvoir tout... Et qu'effectivement, à partir du moment où tu dis ça, tu dis, oui, la route vers l'égalité est tellement plus dégagée, tellement plus simple, à partir du moment où tu as remis ces choses-là en question. Mais voilà, de moment, il y a quand même des petits vertiges qui accompagnent ces prises de conscience. Et comment tu fais quand tu as le vertige? Je me dis, de toute façon, il n'y a que moi qui ai raison. Moi, je sais. Je suis Dieu. D'accord. Dieu m'a fait à son image, et je suis la seule personne au monde à avoir raison. Et voilà. De temps en temps, ça fait du bien d'être une connasse. Est-ce que... Parce que là, j'ai lu que quand tu voulais être comédienne, quand tu faisais tes études de théâtre, tu le faisais pour les mauvaises raisons à la base. Que tu voulais qu'on te regarde, tu voulais un peu être le centre de l'attention et tout. Est-ce que tu as l'impression que via l'écriture, ce besoin a été comblé, donc maintenant c'est plus du tout un truc que tu ressens et que justement tu vas un peu à l'opposé? Oui, mais en fait, ce besoin-là m'était déjà passé avec l'âge. Je crois que j'avais trouvé d'autres formes de satisfaction dans ma vie, et peut-être un peu plus, un peu plus profonde, un peu plus. Donc ça m'était déjà un peu passé. Après, c'est sûr, voilà, il y a une réalité très concrète, c'est que pour vendre des livres, t'as besoin qu'on fasse attention à toi, qu'on ait envie de te lire. T'as besoin d'attention médiatique. Donc ça, c'est. Mais je le vois vraiment plus maintenant comme un moyen que comme une fin en soi. Même si, j'avoue, en période, là, je sais que mon bouquin va sortir, je sais que je vais passer beaucoup trop de temps sur Instagram, sur Facebook, parce que je sais que les gens vont
donner leur avis sur le livre et que évidemment aller à la pêche aux compliments, c'est super agréable et que bien sûr mon ego est bien vivant, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais voilà, de nouveau, je mets quand même un peu ça à distance et j'aime tellement la solitude et le silence que j'aime tellement ne rien faire qu'en fait, je vois bien qu'être le centre de l'attention, c'est aussi très fatigant, c'est aussi beaucoup de sollicitations. Et puis de nouveau, un truc de ralentir. Moi, j'ai besoin de ralentir et je me rends compte que ça va tellement à contresens, j'ai tellement l'impression de lutter contre le courant que ouais, parfois se faire complètement oublier, aller vivre dans une forêt de sapins, seule dans une petite maison avec que des bouquins et qu'en fait plus personne fasse attention à moi, ça peut être bien aussi. Mais je vendrais beaucoup moins de livres et donc voilà. Non, non. Et en vrai, c'est très gai d'être écouté aussi, c'est très gai de se dire je m'exprime et derrière il y a de l'attention. Je disais que quand j'écris La vraie vie, je pensais que personne allait le lire, c'est vrai, mais c'était une pensée désespérante aussi. C'est sûr que quand t'écris, t'as envie qu'on t'écoute. Donc l'attention, non, elle est super agréable. Mais voilà, c'est toujours un peu un double mouvement. Est-ce que tu as l'impression de jouer un rôle quand tu es en promo, Est-ce que la vraie toi, c'est dans les bouquins? Est-ce que la vraie toi, c'est la personne qui écrit les bouquins? Ou est-ce que c'est... Eh ben, écoute, je vais dire un truc qui est peut-être... qui va sonner très... je sais pas, soit prétentieux, soit je sais pas, soit un peu pompeux, mais j'ai l'impression que la vraie moi, elle est partout. J'ai l'impression que depuis que je vis plus en couple, et je lis vraiment ça à ça, je suis beaucoup plus cool et beaucoup plus en paix avec moi-même et à me montrer telle que je suis. Donc, mes enfants m'ont vraiment vu changer. C'est des conneries, mais tu vois, je dis beaucoup plus de gros mots, je dis beaucoup plus des choses, tu vois, des choses que normalement on dit pas. Elle me raconte qu'un petit garçon les a emmerdés à l'école, tu vois, je dis mais c'est quoi ça, le petit con, je vais lui péter la gueule, tu vois. Alors qu'en vrai j'en ferais rien, mais genre de choses que j'aurais jamais osé dire avant en disant ah mais non, on dit pas ça devant les enfants, c'est pas bien, machin. En fait si, et se montrer son vrai visage, montrer ce qu'on ressent. Et c'est vrai que l'écriture m'a beaucoup aidée à ça aussi, parce que déjà j'ai révélé à moi-même plein de choses. Je me suis révélée à moi-même. Oh là là, je vais écrire un bouquin de développement personnel. Mais donc, ouais, et quand je suis en promo et en représentation, je dis les choses, en fait. Je m'en fous j'essaye pas de montrer... justement, ça m'emmerde, moi, quand je vois que les gens sont en... Je sais pas, montrer une espèce de visage polissé, plus... En fait, je crois que j'en ai tellement bouffé en venant d'un milieu bourgeois que j'ai plus envie de ça, quoi. Ouais. Parce qu'alors, on se ressemble tous, c'est chiant, quoi. On veut du sale. Quoi ? On veut du sale. Ouais, on veut du sale dans notre merde et dans notre vomi. Merci, Adeline. Avec plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Je glisse plein de liens en description pour suivre Adeline Dieudonné sur Instagram, pour commander ses livres et pour voir toutes ses dates de rencontres en librairie. Si cet épisode est le premier Gens qui doutent que vous écoutez, bonne nouvelle, vous en avez plus de 60 autres à rattraper, notamment avec Alice Zeniter et Myriam Leroy, dont on a parlé avec Adeline, mais aussi avec Cécile Coulon, Alex Vizorek, Marina Rollman, Lou Doyon, Paul Mirabel, Guillermo Guise et plein d'autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être sûr de ne rien rater des prochaines sorties. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi me suivre moi sur les réseaux @FannyRuet sur Facebook, Twitter, Instagram, surtout sur Instagram, c'est là que je poste le plus pour ne rien manquer de la suite. Des bisous. Et cet épisode a été mixé comme toujours par le fabuleux, l'incroyable Maxime Wathieu.